Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui face à face à un nouveau numéro. Nous allons parler du droit, de la politique et surtout de la Constitution parce que c'est très important. C'est la deuxième fois que je reçois ces géants de notre droit constitutionnel, le professeur Jacques Njoli, avec qui nous allons discuter sur le droit parlementaire congolais. La question politique aujourd'hui est trouver des moyens, comment on fait pour résoudre le problème. Très souvent en RDC, on se pose des bonnes questions, mais on répond très mal, ou alors on a des bonnes réponses, mais pour les mauvaises questions. Alors, qu'est-ce que l'on retient de notre politique aujourd'hui? Parlons-en avec le professeur Jacques Njoli. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Alors, je reviens tout de suite, vous êtes honorable, il faut le dire. La question, elle est aussi simple que ça. 60 ans plus tard, nous nous trouvons où aujourd'hui? Je crois que cette question... il y a peut-être un historien de la taille, par exemple, du professeur Ndaïwel, qui a eu la chance d'organiser les cinquantenaires il y a 10 ans, qui peut nous dire, mais il a publié un livre qui parle du Congo dans l'ouragan de l'histoire. Et je crois que nous sommes dans l'ouragan de l'histoire. C'est vrai que nous avons présenté ce qu'on peut appeler la résilience. Depuis 60, on a failli, on a parlé de la balkanisation, la menace est toujours là, mais la volonté de vivre ensemble des Congolais est là. Mais au-delà de cette base, le Congo doit être construit. Le Congo doit être refondé, le Congo doit être gouverné pour que les Congolais n'occupent plus le bas de l'échelle de toutes les statistiques qu'on publie. Hier, j'ai vu parmi les pays les plus pauvres de l'Afrique, pas du monde, mais nous sommes parmi les 10 pays les plus pauvres. Parmi les pays les plus corrompus, nous sommes là. Parmi les pays où il y a résurgence des maladies, même qui avaient disparu, la rougeole et autres, et de nouvelles maladies, Ebola, nous sommes là. Gloire à Dieu, nous n'avons pas encore le coronavirus. Donc la situation sanitaire est grave, déplorable. La situation scolaire est déplorable, mais surtout la situation économique. On s'est félicité d'avoir un budget de 10 milliards, encore que 10 milliards c'est rien quand on voit ce que le voisin tel que le Congo-Brazza ou l'Angola produisent, qui sont eux des pays à une seule culture, à un seul produit. Quand on voit ce qui se passe dans les pays qui n'exportent que le coton ou les arachides comme le Sénégal, et que nous aujourd'hui nous ne sommes pas capables de faire 110 milliards, et déjà le premier mois de janvier, il y a un déficit et on a des inquiétudes. Certains parlent même de l'interpellation de la Banque mondiale pour reculer. Donc, il est plus que temps, 60 ans après, que nous puissions nous regarder en face pour dire pourquoi ça et comment nous en sortir. Alors, il y a des historiens qui ont pensé qu'on a eu beaucoup de temps de discuter, mais que nos conversations, soit elles n'ont jamais été sérieuses, soit on n'a pas eu une culture politique, parce que c'est depuis 1960 que les politiciens se retrouvent en train de discuter, mais qu'il n'y a pas toujours de solution. Après les discussions, ils ont des postes, mais le problème du peuple reste le même. Est-ce que c'est le modèle politique qui a échoué, ou c'est la culture politique qui a été absente? La culture politique produit le modèle. C'est ce qu'on appelle, en droit comparé, les cryptotypes, c'est-à-dire la culture écrit ou développe un modèle. Quelle est la culture politique que nous avons depuis 60? C'est une culture paroissiale, ethno-tribale. Nous avons une culture prédatocratique ou manocratique, le pouvoir pour la consommation, mais pas le pouvoir pour la transformation. Et ça, vous pouvez dégager ça de nos budgets. Quand vous voyez l'exécution du budget d'investissement, ça dépasse rarement 6 à 7%. Mais le budget de fonctionnement, le budget de jouissance. Donc nous avons une forme d'État que Roger Gérard Schwarzenberg appelle l'État spectacle. Donc c'est dans les opérations de prestige.
il y a quelques mois, on nous avait dit qu'on allait fêter l'an 1 de l'alternance. Avec 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. Nous mettons en place une structure de changement de mentalité, mais qui se caractérise directement par le culte de la personnalité. C'est cette conception du pouvoir, conception de fonction de type monarchique, de type féodal, dont il faut mettre fin pour avoir une génération qui a une culture de gouvernance rationnelle, pour qui le pouvoir c'est l'action. D'ailleurs, quand on lit Platon, Platon dit que on ne peut mériter le nom des gouvernants que si on s'occupe de l'intérêt général. La police ou l'espace public, c'est un lieu de convergence des intérêts pour l'émergence du Commonwealth, comme disent les Anglais, le bien commun. Or, le bien commun, eh bien, on le cherche encore chez nous. Alors, mais il y a une grande question, c'est celle de savoir qui fait l'autre. Est-ce l'élite d'un pays qui forme finalement l'appareil qui gère ou qui enseigne le prince, ou le prince s'est choisi lui-même ses propres petits messieurs qui va donner des diplômes et qui vont l'aider à faire ce qu'il veut faire? Je sais qu'on appelle ce qui a fait qu'il y a eu ce qu'on appelle des révolutions, que ce soit la révolution violente américaine, ou la révolution française, ou la révolution douce de la Grande-Bretagne. C'est qu'à un certain moment de l'histoire, on a compris que le pouvoir devait être au service du peuple. Et que la monarchie des droits divins ou des droits tribaux ou traditionnels qui existent en Afrique, c'est ça la cause. Et malheureusement, mon frère, la conception du pouvoir dans notre pays n'a pas changé. Lorsque vous lisez les égarements ou les faiblesses qu'on peut expliquer parce qu'à l'époque, Kasavubu et les autres n'étaient pas, ils avaient été au moins formés dans la pratique, mais on pouvait les excuser. La conception qu'ils ont eue, qui a généré la crise des 60, le temps long de la dictature de Mobutu, qui a profité, n'est-ce pas, de cette crise de la pseudo-élite de 60 à 65, et qui a créé à lui une conception du pouvoir de type autocratique. Mais c'est justement cette conception qui a continué avec Mouzet, que d'aucuns ont qualifié de clone de Mobutu. Et le Raïs va aussi aller dans cette conception patrimonialiste du pouvoir. Et quand on a parlé de l'alternance, on croyait que c'était la rupture, mais en fait, c'était la continuité du modèle, même dangereusement une dérive monarcho-tribale. Donc si nous ne faisons pas attention, c'est que nous allons être comme le pays comme Haïti, qui est indépendant même avant les États-Unis, mais qui a été prise en main par une élite prédatrice qui avait tout simplement l'envie de s'enrichir et non de construire leur pays. Et finalement, en choisissant la mauvaise gouvernance comme schéma, mais les résultats ne peuvent être que déficitaires. Est-ce que notre élite, elle est une élite prédatrice? Est-ce qu'elle est une élite absente, une élite insouciante ou une élite perdue seulement? Ben, je crois qu'il faut se poser la question sur cette élite-là qui est instrumentalisée, clochardisée et caporalisée. C'est fait à dessein? Oui, parce que il y a toujours un rapport entre le pouvoir et le savoir et l'avoir. Si le pouvoir ne s'appuie pas sur le savoir, mais utilise le savoir comme outil de justification des dérives, ben on peut arriver à l'inanition. Et si le pouvoir n'a envie que l'avoir, à ce moment-là, c'est carrément la prédatocratie
et la mandocratie qui sont mises, n'est-ce pas, en avant. Donc il faut que l'élite, quand on dit même qu'ils sont de prêtres, c'est-à-dire que des hommes et des femmes qui sont esclaves de l'État. Mais lorsqu'on analyse, je pense par l'analyse économique et budgétaire du fonctionnement de l'État, vous verrez que l'ensemble des ressources, l'allocation des ressources vont dans ce qu'on appelle le fonctionnement et non dans l'investissement. Et s'il y a encore quelques investissements majeurs, je prends par exemple le stade Camagnola, c'est un don ou c'est un prêt de la Chine. Vous prenez le palais du peuple, c'est un don ou un prêt de la Chine. Le pont Maréchal. Le pont Maréchal. Vous prenez même notre musée, ce sont les Coréens qui nous ont construit. Donc si vous voyez que il n'y a pas encore un projet, même le palais de la nation, là où le président... la cité de l'OUA. La cité de l'OUA sont des effets des nationalismes, qu'on peut dire étroits de Mobutu, mais qui a confondu à un certain moment sa grandeur et la grandeur de la nation. D'où on a quand même pu avoir la cité de l'OUA, la cité de l'Ancélé, on a pu avoir Inga, mais comme c'était des opérations à rationalité discutable, parce que le pouvoir ne s'est pas appuyé trop sur le savoir, eh bien, écoutez, ce sont des opérations qui sont soldées par un endettement parfois extraordinaire. Quand vous voyez l'investissement de Inga Chaba, c'était pratiquement 80% de la dette. Il y a même un auteur qui a parlé de l'épopée Inga. Les courants quittent le Bas-Congo, traversent tout le Bas-Congo, traversent le Bandundu, traversent le Kasaï, jusqu'au Katanga, mais tout autour, c'est l'obscurité. Totale. L'obscurité totale. Donc, les soucis, c'était quoi? La commercialisation, une économie de rente. Ce n'est pas une économie de transformation. Vous pouvez vous imaginer qu'un pays comme le nôtre, nous n'avons même pas 4000 km de routes asphaltées. Nous n'avons, c'est vrai qu'aujourd'hui on tente de parler de l'art national qui quitterait Kinshasa et Kasumbalesa, mais 60 ans après, on en parle toujours. À plusieurs endroits. Et aujourd'hui, si vous êtes au Bénin, ou vous êtes à Abidjan, ou vous êtes au Mali, vous pouvez quitter pour aller au Sénégal dans les routes. Donc, il n'y a pas eu un projet de transformation de cet espace. Et le peu que le colonisateur nous a laissé, eh bien, nous l'avons détruit. Vous avez parlé de l'état spectacle. Est-ce que ça rentre dans le cadre d'un état spectacle? Oui, c'est-à-dire des opérations d'éclat, 100 jours, pour faire frapper l'opinion. Mais la question, c'est, est-ce qu'on a appelé les urbanistes? Il y a un bureau d'études et d'aménagement. Voilà. Est-ce que la ville de Kinshasa, c'est une ville à remodeler, où il ne faut pas construire une nouvelle capitale comme ça s'est fait par exemple au Nigeria ou aux autres? Est-ce qu'une ville qui était prévue pour 400 000 habitants, qui aujourd'hui a plus ou moins 15 millions d'habitants, et je vous dis que Pékin c'est 20 millions, donc nous sommes à 15 millions, donc nous ne sommes pas très loin, de Pékin. Mais alors que le Pékin, en termes urbanistiques, il est beaucoup plus loin que nous. Donc on est dans une structure totalement déglinguée. Parce que quand mon frère Gentili parle de Kinde Bopeto, mais tu vas faire le Bopeto dans quel environnement? Dans quelle rivière? Il y a un problème, non pas d'assainissement, il y a un problème de refondation d'une ville, de restructuration d'une ville. Mais les réponses que nous donnons sont des réponses de paillettes, superfétatoires. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un lieu de réflexion. Il n'y a pas un centre de réflexion. Le pouvoir est réduit à sa plus simple expression,
d'avoir. Alors, si vous allez aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, vous faites le tour du monde, quand vous allez enseigner ailleurs et que vous rencontrez les autres professeurs qui sont témoins du développement de leur pays dans 20 ans, dans 30 ans, dans 15 ans aussi, est-ce que vous êtes fiers de vous-même? Est-ce que ces gens-là ne vous posent pas des questions, par exemple, en disant, mais comment vous avez fait pour avoir des gens comme ça au pouvoir chez vous? Oui, c'est assez symptomatique. D'abord, ces gens-là sont... de connaître Congolais, ils sont... ils nous regardent avec beaucoup d'admiration. On dit, mais vous devez avoir une forte culture, parce que sur le plan de la production artistique et culturelle, nous avons un grand génie. Mais malheureusement, sur le plan organisationnel, des structurations d'un État, nous présentons beaucoup de faiblesses. Mais ce qui est par contre intéressant, c'est lorsqu'ils nous disent, mais on sent qu'il y a de potentialité, donc rien n'est perdu. Il suffit tout simplement que nous puissions comprendre où asseoir le fondement, où trouver le base mythologique, spirituelle, pour canaliser toutes ces énergies. Et c'est ce qui manque depuis très longtemps. Oui, c'est-à-dire un lieu de projection, de vivre ensemble. Parce que là, maintenant, nous vivotons ensemble. Alors, monsieur le professeur, je voudrais qu'on revienne sur des questions beaucoup plus présentes aujourd'hui. Alors, vous avez parlé d'un triangle, j'appelle ça le triangle, oui. Le pouvoir, l'avoir, et vous avez dit... Le savoir. Et le savoir. Est-ce que le problème du Congo, ce n'est pas le fait que les présidents n'ont pas été des universitaires et que le président n'était pas des gens de grande culture qui sont sortis des grandes universités? Est-ce que le problème n'est pas celui-là aussi? Bon, je ne réduirai pas le problème strictement à l'individu. Mais si vous écoutez le président Kabila, qui a quand même dirigé pendant 18 ans, il dit qu'il n'a pas eu 15 personnes autour de lui. Oui. On peut en rire, mais c'est une interpellation. C'est une interpellation. Mais la question c'est que, est-ce qu'il avait besoin de ces 15 personnes ou il avait besoin de 15 affidés? Mais il en avait plusieurs. D'autres commencent même à les renier aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous mettez en place une culture de pouvoir de type patrimonial, ben écoutez, vous allez avoir autour de vous beaucoup de clients. Dans le clientélisme politique, comme vous avez les chanteurs de louanges, ben vous allez les avoir parce que c'est vous qui voulez. Mais si vous mettez en place une culture rationnelle, vous ne regardez pas la conservation atavique, mandocratique du pouvoir, mais vous voyez les schémas de construction d'un État. À ce moment-là, vous allez avoir des gens qui vont venir construire avec vous. Tout dépend du prince, de ce qu'il veut. Oui, c'est ce que nous appelons le noyau. Et il y a un droit constitutionnel, il y a un chapitre très important, mais dont on ne tire pas toutes les conséquences. Les régimes, la typologie des régimes politiques et la classification des systèmes politiques. Donc, dans un régime de concentration de pouvoir, dans un régime personnalisé, dans un régime autocratique, ben, la culture, c'est justement le clientélisme, la recherche effrénée des richesses, et la conséquence des régimes autocratiques ou de concentration de pouvoir, c'est la pauvreté. Quand vous voyez les tableaux des États au monde, vous verrez que l'Afrique est rouge, c'est-à-dire c'est les lieux où se développe le plus grande dictature négative. Mais là où il y a des démocraties, où c'est la technostructure qui prend les choses en main. On a même reproché à l'Europe d'être une Europe de technocrates. Parce que justement, ils ont mis les savoirs au service du développement. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est le contraire. Vous allez dans un ministère aujourd'hui, mais c'est une affaire des enfants. Prenez le Parlement. Comment quelqu'un qui est député, qui met comme suppléant sa femme, il est sa femme à l'Assemblée, il va au Sénat, il est élu, il est son fils. Il y a une affaire de 300 familles qui gèrent. Voilà, donc cette clientélisation, cette médiocrisation du système, mais vous voulez avoir quoi? Vous voulez gagner quoi? Mon père me posait toujours la question, il dit, tu n'as pas planté le maïs
Tu veux manger le maïs, c'est la sorcellerie. Donc, lorsque les noyaux, le point focal, parce que la politique, c'est les lieux où c'est condense et c'est structure la vision de l'État. C'est une vision parentale. C'est une vision de consanguinité. Et la consanguinité, c'est l'émotivité. Donc la raison n'est pas là. Alors aujourd'hui, Félix Tshisekedi, on va parler de son avènement. Il est arrivé au pouvoir et le pays a crié une alternance. L'ancien président est parti, un nouveau est là. On ne s'était pas préparé à ça. On a eu tout le nom qu'il fallait. Il est là. Mais une année après, comment évaluez-vous cette présence? Une occasion ratée? Un rendez-vous manqué? Écoutez, d'abord, lorsque les choses s'est passées, on pouvait faire deux sortes d'analyses. L'analyse apparente et l'analyse structurelle. À partir du moment où l'ensemble de la structure de l'ancien pouvoir restait, il y a justement, tout simplement, un recyclage de façade. Et tout le monde disait au président Kabila, plutôt au président Tshisekedi, comment il va faire. Et une année après, le bilan n'est pas fait par moi. Le bilan est fait par le président Tshisekedi à Londres. Rien ne marche. Rien ne marche. Donc, il y a eu peut-être bonne volonté, mais concrètement, on ne dirige pas un pays par de simples vœux. Il faut un schéma de refondation, de réforme. Quelle est la réforme? Vous allez me parler de la gratuité de l'enseignement. Oui, oui, c'est inscrit dans la Constitution, mais aujourd'hui, comme ce n'était pas une réforme planifiée, programmée, ben c'est un véritable gouffre financier. Quand j'écoutais... On parle de 3 milliards, on dit que c'est extrême, c'est beaucoup. Extrême, trop pour rien. 3 milliards dans un budget naturellement de 6 milliards ou 5 milliards, en réalité. Mais est-ce que le problème c'est le budget global ou c'est le budget de ce coût d'enseignement qui est important? Le budget global d'abord lui-même est très faible. Donc si, comme a dit le ministre des Finances, nous avions la capacité de récolter réellement ce que nous avons droit, eh bien on peut y arriver. Je prends le secteur minier. Le secteur minier ne participe qu'à plus ou moins 12% du produit intérieur brut. On arrive, le secteur minier des hydrocarbures, on arrive à 400-500 millions de dollars. C'est une honte. Et tout ce que on a dit, ces codes miniers va nous permettre de voir. Mais j'ai dit, ce n'est pas en doublant l'arithmétique que nous allons changer notre situation. La vraie problématique, c'est qu'est-ce que nous faisons de nos mines? Nous exportons aujourd'hui 1 million de tonnes, plus d'1 million de tonnes de cobalt. Mais à quel état? D'hétérogénéité. Nous exportons le cobalt, qui est même raffiné dans les pays voisins. Donc il n'y a aucun schéma de transformation de cobalt, même en batterie de lithium dont on n'a pas besoin. Donc il n'y a aucune vision. Les gens sont partis à Indaba. J'ai suivi, j'étais parfois choqué. Je dis voilà l'apport des redevances sur les entités décentralisées. Nous savons tous comment ça s'est géré. Donc il y a des vrais problèmes sur la vision que nous avons de nos richesses. Je vous parle par exemple du bois, des chemins. Je suis élu d'un territoire qui s'appelle le Bouédé, où on exploite de manière sauvage le bois. Sans reboiser, non, du tout. Et en violation de toutes les règles. Mais il y a eu de clauses, un cahier des charges qui a été signé par cette société. Mais la fameuse société n'a même pas de siège clair à Kinshasa. Mais le bois qui arrive au port de Kinkole, directement repris dans des camions pour l'exportation en Chine. Donc, ils exploitent comme ils veulent, avec malheureusement la complicité de certains fils de notre pays. Est-ce que c'est une dilapidation de ressources de notre pays? C'est une inconscience.
c'est un pillage organisé, mais de manière inconsciente. Parce que quand vous êtes, par exemple, d'une société comme l'OCC ou l'OFIDA, vous venez, au lieu de contrôler, bon, vous avez droit à chaque cargaison à 2 grumes, à vous, que vous vendez aussi, et puis vous laissez passer le reste. Mais quand vous demandez à cette société, quelles sont les dépenses que vous payez, comment vous gérez les fonds de développement, quels sont quel est l'état d'application de vos engagements. Vous avez dit que vous allez arranger les routes, construire les hôpitaux, les écoles, construire la résidence du gouverneur. Où est-ce qu'ils ne savent pas vous répondre? Il n'y a même pas d'administration. Alors, monsieur le professeur, en vous écoutant, je voudrais que vous puissiez nous dire sur quoi se fonde l'optimisme de ceux qui pensent que Fathi réussira son mandat et sur quoi se fonde le pessimisme de ceux qui pensent que Fathi échouera son mandat. Non, personne n'a envie qu'il échoue, qu'il réussisse. Mais quels sont les vecteurs et les moyens qui se donnent pour réussir? Je ne vois pas. On a eu 100 jours, dans le programme de 100 jours, qui était globalement géré par la présidence. Par la présidence, oui. Mais aujourd'hui, quand vous lisez les rapports de l'Observatoire de la dette publique, ou même des autres sources indépendantes, même le ministère, on est en plein délire entre le ministre de Finances qui dit qu'il a dépensé plus ou moins 70% et que 50% seulement, on voit jusqu'à moins de 40%. De 40%. Sur les 10 sauts de mouton dont il faut encore évaluer l'efficacité, l'efficience et l'intérêt au-delà de faire valoir. Il y aurait un qui serait terminé, mais qu'on ne peut pas inaugurer parce que, à part le béton, il n'y a rien autour. Il n'y a rien autour, et puis il y a des rapports des ingénieurs qui pensent que c'était bâclé, c'était pas un travail fait, et puis même la... Ça s'est fait dans l'opacité la plus Mais totale. les directeurs de cabinet estiment que le ministre a menti. Mais le directeur de cabinet, parlons-en, c'est un secrétaire particulier du chef de l'État. C'est un irresponsable politiquement. Il n'a pas le droit de parler. On va le faire quoi? Ce qu'il a raconté là, si on l'appelle à l'Assemblée, nous pouvons l'appeler. Donc il faut que les gens sachent. Vous ne pouvez pas l'appeler, lui? Non, c'est peut-être dans les commissions. Ah, mais quand c'était un haut fonctionnaire. Mais quand il parle, il engage qui à la place? C'est ça justement l'irrationalité de ces régimes. Où il dit que, en fait, il se comporte comme un coprésident ou un vice-président. Et malheureusement... Mais c'est quoi la conséquence juridiquement? Quand il parle, vous regardez qui? Le président? C'est le président. C'est le président, c'est-à-dire que malheureusement le président aussi, c'était un irresponsable politiquement vis-à-vis de l'Assemblée, mais vis-à-vis de l'opinion. Oui. Aujourd'hui, le président de la République, je ne sais pas je n'ai pas les outils d'analyse, mais lorsque lui-même parle, on sent qu'il est sous pression de sa propre base. Je crois que au dernier conclave de Centre-Nganda, j'ai senti la colère de ces militants. Justement, parce que le FCC, on va parler de ça. Aujourd'hui, monsieur le professeur, le FCC et l'UDPS ne s'entendent plus. C'est vrai, le FCC et le CACH ne s'entendent plus. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la solution serait de rompre cette alliance, comme le veut le peuple, disons la base, l'heure de base? Est-ce qu'il faut revenir à l'information? Il faut qu'on nomme un informateur qui va finalement informer le gouvernement. Quel est le schéma qui puisse sortir Félix Tshisekedi dans ce bourbier que sa base estime qu'il est placé? Dans lequel il est placé? Moi, j'ai toujours dit, il faut rentrer dans les fondements. Ce que j'appelle la génétique du pouvoir. La manière dont le pouvoir se structure à la base, c'est la génétique qui va avoir l'impact sur la physiologie, donc le fonctionnement. C'est une alliance consécutive à un accord, à un deal. Nous gouvernons ensemble. Mais en fait, ce n'était pas gouverner ensemble. Nous partageons le pouvoir. Il n'y a aucun projet politique derrière tout cela. Il n'y a aucun programme. Il n'y a pas eu, vous savez, en Belgique, ça fait plus de, je sais pas, d'une année, où le roi nomme des informateurs pour chercher, non pas une coalition, pour la coalition, mais pour trouver qui peuvent constituer un programme minimum commun. Est-ce qu'il y a un programme
j'ai vu le programme du gouvernement qui est venu chez nous. Et je l'ai dit au Premier ministre. Ça, c'est un chapelet de bonnes intentions. Quand vous voyez l'architecture de ces gouvernements, c'est un gouvernement de neutralisation inclusive. C'est-à-dire, là où il y a un Premier ministre, il y a un vice-premier ministre, il y a un contre-premier ministre, il y a un ministre délégué. En fait, c'est une gouvernance basée sur la méfiance. Ce n'est pas une gouvernance basée sur l'efficacité. Donc, jusqu'à ce jour, l'ordonnance qui doit organiser le fonctionnement du rapport entre la présidence et le gouvernement, cette ordonnance n'existe pas. Quand vous lisez le texte qui sort, on se réfère au texte de 2017. Or, nous ne sommes plus dans le même contexte pour évoquer un texte totalement dépassé par les événements. Donc, pour réussir, il faut avoir la vision, mais surtout les vecteurs pour exécuter cette vision. Or, au niveau du gouvernement, c'est un gouvernement lézardé. Au niveau de la majorité, c'est une majorité opportuniste. Au niveau des provinces, ce sont de gouverneurs au service des intérêts obscurs, ce n'est pas d'eux-mêmes. Et au niveau de la base, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et du coup, on est perdu, le bateau tangue. Les bateaux ne tangent même pas, le bateau ne décolle pas, ne quitte pas le port d'attache. Au contraire, l'eau est entrée et d'entrée. Vous pouvez prendre, je ne veux pas être pessimiste, mais prenez les dollars. On l'a trouvé à plus ou moins 16, et maintenant on est pratiquement à 18. Et lorsque j'attends le gouvernement expliquer la hausse de prix, je me dis, mon Dieu, est-ce que nous formons les gens? Vous dites, oui, le sucre a monté, a pris l'ascenseur, le prix du sucre est monté à 64%, mais c'est parce qu'il y a eu une mauvaise récolte à Kouilongongo. Et que le gouvernement précédent a interdit l'importation du cuivre, du sucre extérieur. Quoi encore? Il y a le maïs qu'on ne connaissait plus importé convenablement. Des explications abracadabrantes. Mais il faut comprendre que les déficits de gouvernance politique ou la cause de la crise congolaise, elle a été bien déterminée dans notre constitution. C'est la crise de légitimité. Et cette crise-là, lorsque nous avons élaboré la constitution de 2006, on avait pour ambition de résoudre cette crise. Or, les systèmes ou les cycles électoraux que nous organisons se font toujours dans des précipitations, dans les illégalités, de sorte que les résultats sont toujours contestés. Parce que, dès le départ, il y a la fraude. Or, comme disent les latins, fraus omnia corrumput. Lorsque vous commencez un processus électoral, la fraude corrompt tout. Vous commencez un processus électoral par exclure certains candidats, parce qu'ils vont vous gêner, par refuser d'organiser les élections parce que vous voulez rester. Et puis, poussé par le fait de choses, vous organisez, mais vous excluez certains, et le processus est chaotique de contestation à contestation, de contestation, jusqu'au jour de la proclamation, il y a une contestation. Mais vous dites qu'il n'y a pas de crise, s'il faut négocier, il dit non, ils n'ont constitué l'opposition, on va se retrouver en 2023. Mais la science politique, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que la légitimité est l'onction qui donne efficacité, efficiente au pouvoir. Un pouvoir illégitime ou contesté ne peut pas amener le développement. Ça, c'est cela. Et vous pensez qu'on est dans ce contexte? On est dans cette situation. Qu'on le veuille ou non, il y a un problème. Donc, la CENI a créé un problème, la Cour a créé un problème, et le résultat de ces travaux-là, c'est contesté. Le président de la République a dit, lors de son discours, ne nous voilons pas la face. Et ne faisons pas la politique d'autruche. Donc il faut
qu'à un certain moment, qu'on se regarde en face, on se dit, mais qu'est-ce que nous voulons? Pas pour faire le partage de pouvoir, parce que très souvent ici, ça s'arrête comme ça. Bon, écoutez, vous prenez la primature, nous prenons ceci, et ceux qui sont partis de la primature deviennent les membres de la majorité présidentielle, et puis voilà, c'est fini. Mais nous avons des problèmes de l'évaluation de fondements mythologiques, structurels, ontologiques de notre système de gouvernance. Alors, monsieur le professeur, vous parlez de la génétique du pouvoir, et qui pourrait être le vrai problème du fonctionnement après. Est-ce que vous considérez que l'on est dans une situation où le pouvoir a été très mal négocié, mal obtenu, et donc incapable de bien diriger, de bien s'organiser? Quand je parle de la génétique du pouvoir ou de mythologie, il faut comprendre que à partir du moment où vous dites que vous voulez être une république démocratique, donc vous voulez une gestion du pouvoir dans laquelle la volonté du peuple doit être le fondement du pouvoir. Et que dans cette mise en œuvre ou dans cette recherche de la volonté du peuple, il y a comme une désorientation à travers des arrangements, à travers des irrégularités, à travers la fraude. Automatiquement, il y aura un clash. Alors, quelle est notre situation actuelle? La situation actuelle, c'est cela. Les processus électoraux, je dirais même les processus électoraux, sont viciés. Et nous devons prendre conscience. Mais vous l'avez dénoncé, ça, depuis tous les 3 cycles, personne ne vous écoute. Ne l'écoute pas. Oui. Parce que c'est le mode de désignation consensuelle. C'est là le socle de la stabilité et de l'efficacité des institutions. Lorsque le président se rend compte aujourd'hui qu'avec cette assemblée-là, il ne peut rien faire, mais on lui a dit ça, non? Il découvre ça une année après. Vous étiez le premier d'ailleurs à dire que ça n'allait pas marcher avec ce mariage contre la nature. Non, ça ne peut pas. Lui-même, le président, constitue un problème. Il doit se remettre en cause. Il est lui-même le problème. Il est parmi les cas de problématique. Oui. Et il y a quelqu'un qui est à quelques 500 mètres de lui, à Fadenhaus, il y a l'église catholique. L'église catholique, c'est 70% de la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle ne parle plus. Mais cette église a dit que ce n'était pas lui qui était élu. Sans prouver, hein. Non, ils ont prouvé. Ils ont prouvé. Les élections, mon cher ami, c'est très souvent une sorte de perception. Vous pouvez développer, moi j'étais vice-président de la CENI, oui. Vous pouvez développer tous vos arguments, mais quelqu'un veut vous dire que non, c'est telle personne qui a été élue. Je me rappelle que vous avez demandé des preuves à l'île de Pest quand vous étiez encore vice-président. Il n'y a pas eu de preuves. J'ai attendu 3-4 jours, personne ne venait. Il m'a demandé 24 heures, j'ai attendu plus de 4 jours. Donc, mais le problème, ce n'est pas la technicité seulement. Il faut ce que les Anglais appellent le confidence building. Le pouvoir est basé sur la croyance, sur la foi, sur l'adhésion. Et lorsque l'adhésion est problématique, tout l'édifice est en train de vaciller. Donc, vous dites, oui, on va dissoudre, supposons. Mais ce sont les mêmes gars qui vont organiser, peut-être le contexte, mais ils sont devenus subitement ça à cause d'un coup de baguette magique. C'est la même Cour constitutionnelle. Alors, je voudrais qu'on parle de la dissolution, mais finissons d'abord le contexte électoral. Est-ce que vous pensez que c'était le contexte électoral qui était un piège, ou vous pensez qu'effectivement, malgré tout, ce Kabila qui a imposé Fachi au sommet de l'État? Ça, c'est... dépassé comme débat? Non, c'est pas dépassé. Ça, c'est le résultat ad quem. Mais à quoi il y a un problème? L'exclusion de Jean-Pierre Bemba. Juridiquement, personne ne peut comprendre ces chiffons d'arrêt quand on dit par la Cour constitutionnelle. Ou même un étudiant de 2e graduat qui a fait le droit pénal sait qu'on ne fait pas l'analogie. Mais c'est raccordement frauduleux pour écarter un adversaire. Mais ce n'est pas ce qui peut faire couler l'édifice. Non, mais c'est ça les mécanismes qui lézardent la crédibilité du système. Donc, tout est vicié dans la base. Mais le problème pourrait être résolu si M. Bemba n'avait pas accompagné Fayoulou. Il a accompagné Fayoulou, donc il a déversé sur Fayoulou tous les adhérents qu'il avait. Et après, qu'est-ce qu'on a fait de Fayoulou?
il n'a pas pour gagner les élections, il n'a pas prouvé combien. Non, il a gagné moi les je élections. n'entre pas dans le Oui. débat technique. C'est-à-dire que quand on peut faire, mais quand vous voyez l'arrêt qui proclame Fachi président, et vous voyez la note de divergence, comment on appelle ça, de l'opinion divergente du juge Wasenda. Mais c'est d'une limpidité. Parce que le juge constitutionnel, c'est le juge de la sincérité du vote. Il ne peut pas dire non, vous n'avez pas mené. Parce que ces juges-là, lorsque on termine le dépouillement, lui, il a ses propres PV. Donc, si moi je viens, ce n'est pas un juge, comme dit le professeur Wunda, un juge inactif. C'est un juge actif qui doit faire en sorte que c'est lui qui sera proclamé soit réellement celui qui a été élu. Il ne souffre d'aucune Non, légitimité. parce que c'est le juge. La CENI proclame des résultats provisoires. C'est le juge Qui confirme. qui confirme. Et quand vous voyez l'attitude de la Cour suprême du Kenya ou la Cour constitutionnelle de Malawi, De Malawi qui vient d'annuler même le scrutin. voilà, ça dit que les juges ne peuvent pas permettre qu'il y ait usurpation de la souveraineté du peuple. C'est ce qu'on appelle la vérité des urnes qu'on tend à, comment dirais-je, à railler, ben, ça fait sourire. Mais en réalité, c'est ça la clé même de la stabilité des institutions. C'est-à-dire que si à Bouindé, c'est X qui a été élu, c'est X qui doit diriger. Si. Parce que si vous prenez Y, c'est-à-dire qu'il y a vol, détournement, Usurpation même. usurpation de la volonté populaire. Ça, c'est le plus grand crime qui peut exister dans un État. Alors vous pensez, est-ce que vous pensez, vous accréditez la thèse de la vérité des urnes aujourd'hui? Est-ce que c'est une thèse vraie ou c'est une thèse politique? Non, ce n'est pas une thèse vraie. C'est des fondamentales et la centralité de tout processus électoral dans une démocratie. On est bien d'accord, ça c'est le principe, Oui. mais je parle des faits. Est-ce que ce qui s'est passé ici, il y a eu vol de la volonté? Je prends par exemple les résultats de la Tchouapa. Je ne sais pas si les candidats proclamés pouvaient même arriver à 10%. Mais je suis venu trouver ici, on lui a crédité de 60%. Ça vient d'où? De la manipulation. Est-ce que cette manipulation a été généralisée au niveau de la présidence ou c'était au niveau de législative où il y a eu des vols? Au niveau global, le processus électoral est lui-même vicieux. Il faut qu'on reconnaisse ça. Alors si le processus est vicieux, comment on peut appeler la vérité dans un processus vicieux? C'est justement, les juges électoraux avaient le pouvoir, il a le pouvoir soit d'annuler totalement, la loi lui donne raison, soit pour demander qu'on recommence, soit de demander le recomptage. Il a tout le pouvoir. Mais il ne l'a pas fait mal. Non, il ne le fait jamais. D'accord. Il est allé quand vous lisez le rapport de la CENI, vous dites la CENI qui dit qu'il y a des arrêts manifestement illégaux. Il y a des gens qui ont vu, qui ont été proclamés, qui n'ont même pas de dossier à la CENI. Ça, c'est ça, la CENI qui dit ça. Donc la Cour a introduit des candidats à son niveau. Ce qui est impensable. Enfin, Impensable. c'est écrit, hein, ce ne sont pas des choses dans le rapport de la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de la CENI, on va terminer, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez redevable, professeur, De qui? de la CENI? Est-ce que vous avez une conscience lourde? Non, Les gens je- vous accusent d'avoir favorisé Kabila? Non, aux j'ai élections 2000. plutôt une analyse froide. Oui. C'est que lorsque les acteurs politiques s'organisent pour se donner une majorité de membres de la CENI et que cette majorité vient, n'est-ce pas, utiliser la CENI comme un outil pour conserver le pouvoir, eh bien, ce n'est pas un homme parfois qui peut bloquer le système. Il faudra que nous tous, nous fassions une conversion. Exactement. Une conversion. Parce que j'ai eu à me battre contre toute une administration. Mais l'administration avait les outils. J'ai contesté le PV. J'attendais le PV de mien.
Mais et ils avaient le PV, je faisais comment? Je déchirais comme Madame Pelosi ou le Bamba du Sénégal, du Cameroun, de la Zambie. C'est-à-dire que à partir du moment où, en 2011, nous organisons les élections dans la précipitation, donc on vous donne 6 mois pour enrôler, pour commander le matériel, eh bien, il devait y avoir des irrégularités, mais j'ai en âme et conscience à plusieurs reprises dit on ne va pas réussir, il faut allonger. Mais l'establishment, y compris les gens de l'opposition, disaient non, il faut aller aux élections. J'ai demandé même à un certain moment qu'on découple les élections pour avoir la flexibilité d'atteindre. Les gens voulaient absolument. Ce n'était pas légal, donc vous proposiez à l'époque des choses qui n'étaient pas. Non, ce n'était pas interdit qu'on organise les élections par séquence. Oui. Donc aujourd'hui, par exemple, on parle des élections locales et municipales, mais la CENI est la première à dire que c'est impossible, parce que plus de combien de 800 circonscriptions, comment on va le faire? Est-ce qu'il y a une intelligence électorale dans ce pays? Malheureusement, je dois vous dire que non. Parce que l'intelligence électorale est grippée par la nature du pouvoir politique. Vous ne pouvez pas avoir, je reprends dans les fondements, vous ne pouvez pas avoir des élections démocratiques avec des acteurs qui ne sont pas démocrates. Ce sont des acteurs qui ne sont pas démocrates. Vous savez que vous n'avez pas réussi, mais vous allez corrompre pour qu'on vous proclame. Et vous êtes heureux d'être proclamé. Vous n'avez pas reçu, mais vous faites un arrangement pour qu'on vous proclame. Et vous êtes heureux. C'est ça le problème. La démocratie, c'est d'abord une manière de vivre. La démocratie est née dans l'Église et sous le feu de ce qu'on appelle la vision du monde. Donc, lorsque, pour vous, les élections, c'est tout juste une manœuvre dolosive pour conserver le pouvoir, ad aeternam vitam, comme dans beaucoup des États africains, mais nous avons des élections de pacotille. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut que nous puissions, en tant que peuple, dire nous voulons un État démocratique. Et dans une démocratie, c'est le peuple qui doit désigner librement, de manière claire, transparente, ceux qui doivent diriger. Si ce n'est pas fait, c'est une démocratie des pacotilles ou une dictature composite sous les vernis des élections fabriquées. Alors, monsieur le professeur, on va prendre l'élément, le plus grand élément, c'est la dissolution de l'Assemblée. Mais bien avant la dissolution de l'Assemblée, le président, quand il est allé à Londres, par exemple, il a tenu des propos qui ont énervé les gens. Il y en a d'autres qui ont rassuré les gens. Par exemple, la question de Banyamulenge. Aujourd'hui, tout le monde parle de ce qu'il peut parler, ce qu'il peut entendre sur cette question de Banyamulenge. Le président a dit que les Banyamulenge étaient nos frères congolais et qu'il devait prouver qu'ils les étaient en faisant des bons actes. Alors, monsieur le professeur, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons considérer les Banyamulenge comme des Congolais juridiquement, ou nous pouvons considérer les Nyamulenge comme des apatrides, des gens qui vivent chez nous sur base de beaucoup de choses? Non, je crois que les questions identitaires ne doivent pas être traitées de manière dans la chaleur. Non. Les vivre ensemble au Congo, les conflits entre la haute ou la basse, entre dans la Chopo, les conflits de la forêt, de la savane, Ekonda et Soué, ces conflits existent partout. Et c'est beaucoup plus dramatique à l'Est parce que ce sont des micro-conflits ethno-régionaux, c'est-à-dire qu'il y a des conflits communautaires, mais avec un impact dans les pays voisins qui ont des liens avec ces différents groupes ethniques. C'est vraiment ce qu'on peut dire une poudrière, cette question identitaire. Ce sont des identités meurtrières. Et je crois qu'il faut qu'on parle de ça sans manipulation, sans instrumentalisation politique.
Comme le président l'a dit, il y a un problème de loyalisme qu'il faut avoir. Vous savez, il y a eu de vagues de migration, comme il y a de vagues de migration partout, mais qu'est-ce que nous faisons de ces vagues de migration? Est-ce qu'il faut rester dans le statu quo ante ou il faut avancer? Ce sont des questions de vivre ensemble et je crois que nos frères du Kivu, parce qu'ils sont les premiers qui subissent les affres de cette confrontation, que ce soit dans le Nord Kivu, avec ce qui se passe avec les ADF et les différents groupes Nandé et autres qui sont là, tout comme dans le Sud Kivu, entre le frère qui soit à Minembwe, qui parle les Kinyarwanda et les autres groupes locaux. Il faut chercher à régler les problèmes. Tout comme à Ituri, il y a eu le problème entre les Hema et les Lendu qui continue. On a les problèmes. Non, ce sont des questions sensibles, mon cher frère, que je crois que il faut les régler dans la sérénité. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président ou vous pensez qu'il c'était imprudent pour lui d'évoquer ce sujet-là là-bas? Je ne peux pas commencer à donner des cotes, mais je vous dis simplement que les questions identitaires, il faut le manipuler avec beaucoup de précautions pour ne pas heurter parfois les gens qui ont raison, qui n'ont pas raison. Mais il faut traiter ça de manière sereine. Très bien. Alors, monsieur le professeur, le président pense que si vous le poussez, pas vous, mais si les gens le poussent à dissoudre l'Assemblée nationale, il va le faire. Et quand il le dit, le lendemain, c'est Madame Mabunda qui, elle aussi, sort de son silence pour appeler au président de la République qu'il ne pouvait pas parler de cette question, d'autant plus qu'ils ont déjà eu à discuter avec lui et le président du Sénat et qui serait exposé à la destitution. Et depuis, on entend des bruits de tous les côtés. Les uns parlent de la destitution, d'autres parlent de la dissolution. Quelle est la lecture magistrale de cette question de la dissolution et de la destitution? Bon, d'abord, la République ne doit pas se réduire à des chamailleries sur la place publique. Ça démontre aussi les contraintes de notre culture politique. Alors hier, aux États-Unis, une dame a déchiré les discours du président. Oui, le président a refusé de saluer la dame, mais c'est passé. Mais voilà, c'est ça, le président qui refuse de saluer, c'était inélégant, hein, même refuser de saluer, même si elle n'était pas présidente, mais c'est une dame, refuser de la main de la dame. Et lorsqu'une dame réagit, vous savez, voilà, bon d'accord, tu as salué de mes déchirés, mais il lui donne son discours, il dit, mais je déchire cette saleté. Donc, voilà. Mais au moins, ça n'a pas d'incidence là-bas? Non, ça n'a pas d'incidence sur la gestion des institutions, ce sont des émotions. Et nous aussi, nous devons arriver parfois à ces gens. Mais ce qui est vrai, c'est que pour des États aussi fragiles que le nôtre, et la culture politique, l'élégance politique, moi j'avais par exemple du président Kengo, un jour, nous avions un grand débat à l'Assemblée, au Sénat, et on lui a dit que le président voulait lui dire quelque chose sur ces débats. Le président Kabila est arrivé, on a suspendu la séance, et ils ont parlé avec le président Kengo pendant 2 heures. Et le président Kengo est rentré dans la salle, on lui a dit, mais dites-nous, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président? Il a dit, mais comment? Je ne peux pas. Nous étions à 2, il n'y a que le président qui peut les dire. Moi, je ne peux pas les dire. Alors, moi, je trouve regrettable que le chef de l'État ait dit cela. Et obligeant la présidente d'user de son droit, de sa liberté d'expression. Vous savez, aujourd'hui même, les questions de la conception de la fonction présidentielle, quand vous voyez la Constitution française, il y avait la disposition, comme chez nous, qui disait les discours ou le message du président devant le Congrès ne donnent pas lieu à débat. Mais les Français ont dit réécrit ces dispositions. Il dit les discours du président ne donnent pas de débat
liées au débat en sa présence. C'est-à-dire que lorsqu'il sort, on peut débattre. On va débattre. Okay. Parce que dans la démocratie, on ne peut pas imaginer qu'un président serait devenu un roi, monarque de droit divin, capable de faire tout. Alors à ce moment-là, nous glissons dans les fantasmes de la dictature. Le président sait qu'il a prêté serment de respecter la Constitution et c'est lui le garant de la Constitution. Si il veut dissoudre, il est le premier à savoir quelles sont les conditions de fond, quelles sont les conditions de forme et quelles sont les conséquences. Alors, mais oui, vous dites que, par exemple, là, je vous prends le mot, vous dites qu'en France, ils ont réécrit ça. Oui. Est-ce que vous avez réécrit ça chez nous ou c'est resté... Non, nous, très souvent, nous faisons la photographie. Mais, par exemple, sur ces points de dissolution, parce que j'entends parfois des intervenants, parce que comme aujourd'hui tout le monde est devenu constitutionnaliste, ben c'est une dynamique qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que le droit constitutionnel est en train de montrer son attrait, son rayonnement. Pourtant avant, on ne s'intéressait pas beaucoup. Mais moi, vous savez, quand il y a des questions du droit du travail, j'ai peur d'y aller. Tout comme le droit, par exemple, le droit des contrats, j'ai étudié ça en deuxième gradué, en première. Aujourd'hui, sur ma dans un débat sur les contrats usuels, je vais me gêner. Mais bon, le problème, c'est que le droit constitutionnel n'est pas le journalisme. Le droit constitutionnel, comme dit mon collègue Mbata, ce n'est pas de la politologie. Le droit constitutionnel, c'est plus simplement les droits politiques, c'est les droits constitutionnels, c'est-à-dire que c'est une science juridique. Alors, il ne faut pas parfois prendre des dispositions comme ça, ou faire du droit, même le droit comparé à une méthodologie. Vous dites, ah non, le président peut dissoudre, parce que vous avez lu une disposition de l'article 148. Mais il faut remettre cet article 48 dans la dynamique générale. Mais est-ce que l'article 148, c'est la copie conforme de l'article 12 de la France? Non. Mais est-ce que vous avez lu l'article 19 de la France et l'article 79 du Congo? Parce que dans la logique du régime présidentiel ou semi-présidentiel, comme le nôtre, les compétences des chefs de l'État sont de deux sortes. Il y a les compétences ou le pouvoir autonome, c'est-à-dire sans contre-saint. Et il y a des compétences partagées ou des pouvoirs de sollicitation, c'est-à-dire il est obligé de partager ses pouvoirs avec d'autres organes, notamment le Premier ministre. Donc un contre-saint. Avec contre-saint. Et ça, ce n'est pas une déclaration politique, des théories fumeuses comme la théorie des actes de gouvernement, non. En France, l'article 19 nous donne le 9 compétences non liées, des compétences discrétionnelles. C'est comme ça que chez eux, la dissolution est présidentielle. Avec Mitterrand, avec Chirac. Il a la seule condition, c'est le temps de ne pas faire des dissolutions deux fois dans la même année. Parce que comme on dit, dissolution sur dissolution ne vaut. Donc, le président consulte et c'est une ordonnance sans contre-saint. C'est l'article 19. De la France. De la France. Et l'article 19 cite parmi les ordonnances qui n'exigent pas les contre-saints, l'article 8, la nomination du Premier ministre, l'article 12, la dissolution de l'Assemblée nationale, l'article 18 sur l'exercice de pouvoir exceptionnel, l'article 51-52 sur la nomination, désignation des membres du Conseil constitutionnel, l'article 56 sur la saisine de la Cour en matière de la validité des traités. Donc il y a 9. Là c'est la France. La France. D'accord. Mais chez nous maintenant, l'article 79 ne cite que 3 ou 4 matières. On peut le lire. Hein. Oui, lisez-le. D'accord. Vous avez dit l'article
69. 79. 79. Oui. Oui. Alors, je vais me permettre de lire. Très bien. Le dernier alinéa. Oui, l'article 79. C'est celui-là. Le dernier alinéa, c'est... Il statue par voie d'ordonnance. Les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 1er, alinéa 1er, article 80, 84 et 143, sont contresignées par le Premier ministre. Non, c'est dit autre. Autre, oui. Autre que celles prévues aux articles 78. Donc, il n'y a que ces 4 ordonnances qui ne sont pas contresignées. Alors quelqu'un me dit oui, mais lorsqu'il nomme les membres de son cabinet, est-ce que cette ordonnance est contresignée? Mais on est où là? On est où? Nous sommes dans le cadre de la Constitution. Donc, maintenant, si vous prenez votre appareil, prenez la Constitution française. Malheureusement, je n'en ai pas. On va voir. Non, si vous allez sur Google. On est sur Google, on va vérifier ça tout de suite. Ok, on est là, celui-là. Oui. Prenez l'article 19. L'article 19 de la Constitution française. Oui. Très bien. Ça nous prend l'article 19. Ok. Alors, je suis dans l'article 19 de la Constitution française. De la 5e République française, un article... voilà, je vais prendre ça. L'article 19 de la Constitution de la 5e République détermine les actes du président de la République française qui nécessitent un contre-seing du Premier ministre ou de membres du gouvernement. A contrario, il détermine ceux de ces actes qui ne nécessitent pas de tels contre-seims, c'est-à-dire qui ne relèvent que du chef du président de la République. La jurisprudence a défini la notion de ministre responsable comme étant les ministres auxquels incombe à titre personnel la préparation et l'application des textes signés par le président. Alors, je crois que le texte est là. Les actes du président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8, premier alinéa, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61, sont contresignés par le Premier ministre, les cas échéants par les ministres responsables. Donc, l'article 12, c'est sous la dissolution. Oui. C'est une dissolution présidentielle, une dissolution non liée, c'est une dissolution non conditionnée. Mais chez nous, l'article 148 n'est pas une dissolution inconditionnée, c'est conditionné. Donc, chez nous, il y a les conditions de fond. Il faut d'abord une crise de persistance. Il y a les conditions de temps. Vous ne pouvez pas le faire à une année après l'année électorale. Et puis, il y a des conditions de forme, c'est-à-dire, il faut consulter les 3 chefs de corps, et après ces devoirs constitutionnels, vous prenez l'ordonnance sur base de l'article 148. Et 148, c'est une ordonnance qui se trouve dans les compétences liées. Alors, vous pouvez nous expliquer, monsieur le professeur, l'article, disons, l'acte de dissolution, l'ordonnance, pardon, de dissolution, c'est un acte administratif ou c'est un acte constitutionnel? La dissolution, oui. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'administration? Et j'ai entendu les gens pendant cette blague pour dire, oui, ce serait un acte de gouvernement. Oui. C'est une connerie. Attendez, la théorie des actes de gouvernement est critiquée. D'abord, ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'immunité juridictionnelle qu'aurait un certain nombre d'actes à caractère politique devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État estimant que c'est une juridiction administrative, elle n'a pas à être saisie des actes politiques. Ce qui a été d'ailleurs contesté par toute la doctrine comme un déni de justice. Mais une ordonnance doit respecter les prescrits de la Constitution. Il n'y a aucun acte qui sort du cadre constitutionnel. Autrement, nous sommes dans un État désincarné, un État sauvage. Est-ce que si le contre-seing n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est inexistant. Est-ce que le Premier ministre peut refuser de contresigner? Mais l'objectif, ce n'est pas que le Premier ministre refuse. L'objectif de la consultation,
c'est que la dissolution dans la philosophie de notre constitution on doit arriver à une gestion consensuelle. On veut éviter la dérive. En France, on a donné au président le pouvoir de feu de s'attaquer à tout parti ou toute majorité qui peut l'empêcher d'être ce nouveau Bonaparte. C'est comme ça qu'on a parlé du coup d'État permanent. Mais chez nous, l'objectif de l'article 79, c'est qu'on voulait éviter toute dérive constitutionnelle, et le chef de l'État fait une magistrature d'arbitrage. Donc il arbitre le conflit entre deux institutions, l'Assemblée et le gouvernement, qui sont dans une crise persistante. À ce que je sache, aujourd'hui, l'Assemblée est à vacances. Et l'Assemblée n'a refusé aucun acte du président ou du gouvernement, que ce soit le budget, que ce soit le programme, que ce soit l'investiture. Mais en écoutant les uns des autres, il y a des problèmes sur l'accord ou sur la coalition, c'est-à-dire sur la structuration ou le fonctionnement du gouvernement. Et pour ça, le président de la République, qui est dans un duo avec le chef de la majorité, c'est-à-dire M. Kabila, doit régler le problème à ce niveau. Et si le partenariat doit tomber, comme le demandait la base, mais le divorce, c'est avec le président. Quelles conséquences? C'est quoi la conséquence? Et les conséquences, c'est que peut-être, il quitte la coalition et il désigne peut-être un nouveau Premier ministre de la cohabitation. Ou alors, si la cohabitation est impossible, convaincre le chef de la majorité qui constate leur divorce par un acte de consentement mutuel. À ce moment-là, le Premier ministre, s'il signe un acte au nom de la majorité, c'est que la majorité a accepté ce qu'on appelle l'autodissolution. Ça existe aussi. Alors, on va terminer ce débat, mais avant de le terminer, je voudrais, monsieur le professeur, qu'on entre dans la fiction. Supposons aujourd'hui Félix Tshisekedi se réveille et il signe un acte, disons une ordonnance de dissolution, conseillé par ses constitutionnalistes ou par ses autres professeurs. Il dit, bon, je consulte le Premier ministre, il consulte le président de l'Assemblée nationale, il consulte le président du Sénat, et il arrive à avoir une ordonnance de dissolution. Qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les conséquences? Une ordonnance de dissolution qui est contre-signée. Alors, c'est là aussi le problème. Est-ce que le Premier ministre peut refuser cet acte, peut refuser de contresigner? Mais c'est une diarchie. Oui. On appelle ça une diarchie, c'est-à-dire une gouvernance à deux. Là où ça a été appliqué, vous avez vu, on peut faire de l'histoire comparée. Lorsqu'il y a un Premier ministre de gauche ou de droite avec un président. Eh bien, écoutez, Chirac a supporté Jospin pendant combien? 5 ans. C'est ça aussi la douleur de la démocratie. Donc, si il estime que l'accord qu'il a conclu avec le président Kabila pour gouverner ensemble en partenaire et en frère ne marche pas, mais qu'il aille dissoudre cet accord-là, et ensemble, ils vont constater que ça ne peut pas marcher. Encore que les chefs de la majorité le rappellent, le principe de la démocratie, entre guillemets, dit voilà, il faut respecter les verdicts populaires. C'est-à-dire que moi, j'ai la majorité de 350, je ne vois pas pourquoi je dois faire une dissolution pour te faire plaisir. Donc, tu as été élu, tu as la légitimité du peuple, nous aussi nous avons été élus, nous avons la même légitimité, c'est une hiérarchie au sommet. Et c'est comme ça que tous les auteurs ont toujours parlé d'une constitution à risque. Et d'ailleurs, le professeur qui était privatiste, qui a écrit un livre qui est mort, qui parlait d'un système conflictogène. C'est ça qui a posé les problèmes en 1960. Mais nous avons volontairement reconduit le système. Est-ce que le prof Njoli n'est pas en train de nous dire que le Premier ministre peut bloquer la dissolution de l'Assemblée nationale? Mais le texte dit que cette ordonnance doit être signée par le Premier ministre ou par un ministre responsable, du moins en France. Mais si ce n'est pas contresigné, c'est un acte inexistant. Quelle serait la motivation du Premier ministre en refusant de contresigner? Il va dire quoi? Parce qu'il ne veut pas faire le caprice d'un monarque.
Et ça serait constitutionnel pour lui. Mais oui, il a le droit de refuser si c'est contraire. En ce moment-là, le principe qui dit, vous êtes professeur, le principe qui dit qui peut le plus peut le moins. Non, nous ne sommes pas ici en droit administratif d'ailleurs. Ça sera de l'analogie, on va dire. Non, c'est pas. Nous sommes ici en droit constitutionnel. Les compétences, comme vous dites là, sont définies par la Constitution et c'est l'esprit de la Constitution. Sinon, vous êtes dans l'inconstitutionnalité et là, l'article 64 permet à tout Congolais de résister à tout acte d'arbitraire ou sans fondement constitutionnel. Dans tous les cas, le président n'est pas un créateur de crise. Le président, c'est un arbitre de crise. C'est un arbitre. Il est au-dessus de contingence, de partis politiques. Il est là pour régler un problème qui peut arriver entre l'Assemblée et... Qui interprète la crise alors? Cette crise persistante, qui l'interprète? Toi, moi, tous les citoyens. Lui aussi, le président, il peut le faire? Mais oui, il doit dire quelle est la crise. Quelle est la crise maintenant? C'est les ordonnances qui sont bloquées. Mais si l'ordonnance nommant un PDG n'a pas été l'organe de structuration de la décision de l'exécutif, nous sommes dans un exécutif bicéphale, c'est le Conseil de ministres. Les décisions de nomination doivent être discutées en Conseil de ministres. Est-ce que cette ordonnance était irrégulière? Ah ben moi je n'ai jamais vu ça. J'ai suivi le porte-parole qui a parlé des contre-essais du directeur de cabinet. Alors je ne sais pas ce que le directeur de cabinet veut faire. Après on a amené un contre-essai du Premier ministre qui était déjà... Dans tous les cas, ces chamailleries-là traduisent tout simplement les caractères vicieux de l'accord qu'ils ont passé et qui posent des problèmes. Et même pas chez nous, mais sachez que ceux qui ont expérimenté le régime de coalition ou de cohabitation, ben, ça a toujours été des moments de traumatisme de gestion. Et la meilleure solution, c'est celle qu'ils ont instituée au départ, de se rencontrer pour discuter et trouver le compromis. C'est ça la navette qui... On craint que ça ne soit pas sincère. On va terminer, monsieur le professeur. Alors, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'il faut faire exactement maintenant? Parce que vous avez dit déjà que le pays va très mal et les institutions vont très mal. Dans peu de temps, ils vont encore se partager les entreprises publiques, alors que le professeur... C'est ça justement. Interdit ça. C'est une gouvernance de partage de pouvoir. Vous prenez 70% des postes, nous prenons 30%. Si vous avez le président, vous avez les titulaires, nous avons les vices. C'est une république réduite à un gâteau. Et vous dites vous-même qu'il y a des partages, mais aucune philosophie politique ne suit après. Aucune vision, aucun projet. Rien. Alors comment on fait pour arrêter cette barbarie, ou alors cette jingularisation? On fait comment pour l'arrêter? Écoutez, je ne connais pas leur vision de l'État. Si l'État joue à eux au pouvoir, au paraître et à l'avoir, je vois mal comment ils vont revenir aux fondamentaux. Parce que comme je disais, tout est dans les fondements. Mais si on doit avoir un État fonctionnel qui est capable de répondre aux préoccupations du peuple, parce que ces débats-là, dissolution, destitution, quel est l'intérêt du peuple? Rien du tout. C'est de la chamaillerie des chiffonniers. Ce qui est important et sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est qu'il faut refonder cet État. Il faut réformer l'État. Et le président, c'est ce qu'il dit, c'est que sans réforme politique, structurelle, la CENI, la Cour constitutionnelle et l'ensemble du système judiciaire, la lutte contre la corruption réelle. Aujourd'hui, je causais avec, je lisais les textes de mon collègue Luzolo, sur les 200 prisons qu'il y a au Congo, vous n'allez pas trouver 3 personnes arrêtées pour corruption. 3. Mais nous battons le record de la corruption. Donc, quels sont les outils communs pour la corruption? Quelles sont les réformes qu'il faut dans l'armée? J'ai été
Parfois, j'ai suivi les présidents dire non, on disait trop de mal sur l'armée. L'armée est très bien, il y a des généraux bien. L'armée est structurée. Structurée, oui. Mais moi, je vous dis que la loi de programmation de l'armée n'existe pas. Parce que pour réussir la réforme de l'armée telle que prévue par l'ancien régime, il n'y a pas la loi de programmation n'a pas été votée. Alors c'est vrai qu'on en parlera un autre jour. Donc des réformes profondes, la réforme de notre système économique, qui est une économie de rente et d'exportation. Et non de transformation. De transformation, ce qui fait que nous avons un chômage endémique de plus de 90%, notamment de jeunes diplômés. Moi, je suis enseignant. Mais c'est chaque jour que je vois les étudiants qui ont terminé il y a 5-10 ans, qui viennent me voir, prof, nous cherchons un cabinet, je n'ai pas encore travaillé, ou ceux qui ont terminé, qui commencent à vendre de cartes, tout cela, cette économie informelle. Donc, le chômage de jeunes. Voyez les phénomènes, Koulouna, comment il prend de l'ampleur. Alors tout ça explique que le pays va très mal et qu'aujourd'hui pour sortir de cela il faut du courage, il faut la refonte de l'État, vous le dites. Hein. Alors les gens m'ont dit de vous demander et je le fais, est-ce que vous n'êtes pas pour Mme Mabunda aujourd'hui pour faire les yeux doux au FCC pour améliorer les conditions de Jean-Pierre Bemba? Mabunda va changer en quoi la solution de Jean-Pierre Bemba? Qui dit Mabunda dit Kabila. Mais dit la majorité. La question... Encore qu'on va faire Jean-Pierre Bemba fait 10 ans en prison à cause de ces gens-là. Oui. Et c'est aujourd'hui, il est rentré pour travailler dans son pays, on l'a empêché. Non, la question de Bemba, c'est une question qui concerne l'individu. Le Congo va plus loin que Bemba. Bemba était en prison, il pensait Congo. Il est sorti, il pense Congo. L'injustice qu'il a subie, personne ne peut accepter l'injustice. Et cette injustice-là doit être réparée. Le droit était mal dit. Que ce soit Mabunda, que ce soit Kabila ou que ce soit Félix. Au contraire, c'est Félix qui doit mettre ça en belge. Ce n'est pas Mabunda. Comment il le fera? Mais justement, en menant une vraie réforme de la justice. De la loi électorale. La loi électorale n'a pas de problème. Est-ce que la cour peut se dédire dans cette affaire? Mais la Cour a dit quoi? Elle n'a rien dit. Puisqu'elle a rendu un arrêt inexistant sur base du faux qui concernait l'ancien système. Donc Bemba va être candidat. La tournure va être laquelle, pro? C'est quoi la tournure? La tournure, c'est qu'il faut appliquer la loi. La loi électorale dit ceux qui ont été condamnés pour corruption. Bemba n'a jamais été condamné pour corruption. Vous êtes allé chercher l'obstruction à la bonne administration de la justice pour dire que c'est la corruption. Est-ce que vous êtes optimiste? Vous pensez que ça va aller? Bemba sera candidat? Vous savez, Mandela fait 29 ans en prison. La vérité, c'est comme la lumière. Elle finit toujours par chasser l'obscurité et le mensonge. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'était un grand honneur de prendre pratiquement 2 numéros avec nous et nous allons essayer de le mettre, de le diffuser comme ça en intégralité, effectivement, pour que les gens comprennent que nous faisons, nous essayons d'inviter les gens. Sur votre siège, il y a eu d'autres constitutionnalistes qui sont passés, qui nous ont dit exactement le contraire. Écoutez, c'est ça le droit. Je laisse à l'appréciation de chacun. Oui. Et donc, on reviendra avec le prof après les vacances, bien évidemment. Nous laissons le prof passer les temps. Vous allez. Je vais à Bouindé, oui, au village. La rentrée, c'est quand? Le 15 mars. Le 15 mars. On attendra après les 15. Oui. Non, disons après votre vacances à Bouindé. Oui. Parce que moi également, j'irai à Mbandaka samedi. Oh, donc, je ferai l'effort de voir un peu comment ça va se passer là-bas. Oui. Et au retour, on sera avec le prof encore pour discuter. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ouais. Mesdames et messieurs, c'était tout. Le 2e numéro, vous l'avez suivi certainement avec le professeur Jacques Njoli. Je rappelle qu'il est en même temps avocat, en même temps professeur, en même temps enseignant à l'université. Il enseigne le droit, l'un des meilleurs droits, il faut le dire. Hein. Et donc, c'était un grand honneur de le recevoir. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci beaucoup.